La Commission européenne propose un texte, il y a un dialogue entre le Conseil et le Parlement européen. Malheureusement, dans les discussions que nous avons en ce moment, et en ce moment nous avons une quinzaine de textes au Parlement européen qui sont tous plus pires les uns que les autres par rapport aux droits des migrants. Je dirais d'un mot du pire pour moi qui est actuellement sur la table. Dans la discussion, nous n'avons plus quasiment de discussion avec le Conseil. Nous sommes en train de batailler actuellement dans le cadre d'une réforme qui s'appelle la réforme du Code des visas, qui vise à faciliter la circulation des gens qui se déplacent très souvent vers l'Union européenne. Dont acte, tant mieux pour eux, et c'est vrai que ce n'est pas la peine d'aggraver les tracasseries administratives pour des gens qui se déplacent régulièrement. Le Parlement européen a la quasi-unanimité de ses groupes politiques, à l'exception, ça ne vous étonnerait pas, des groupes de l'extrême droite et de la droite extrême. Mais donc y compris avec le groupe de la droite classique dans lequel siègent les Républicains, a demandé des visas humanitaires dans le cadre de cette réforme du Code des visas. La réponse du Conseil, le chantage que nous fait le Conseil en ce moment, c'est de nous dire si vous ne retirez pas les visas humanitaires, il n'y aura pas de réforme du Code des visas. C'est la réponse que vient de nous donner le gouvernement maltais il y a une semaine. On est dans ces logiques-là permanentes. Moi, je dis, mais je crains d'être minoritaire là, sur ce sujet-là, je dis chiche. On garde les visas humanitaires et vous ne faites pas de réforme du Code des visas. Qui ça concerne, la réforme du Code des visas, principalement? Le monde des affaires, comme ils disent. Eh bien, je suis persuadée, moi, qu'il ne renoncerait en aucun cas à cette réforme du Code des visas qui favorise la libre circulation du monde des affaires. Je pense que le Parlement européen devrait continuer de se battre. Je ne suis pas sûre que nous gardions ce chantage, que le chantage ne se retourne pas contre nous. Mais néanmoins, je trouve que la méthode de législation n'est pas terrible. Et tous les textes en ce moment qui nous sont soumis vont toujours dans la même logique. Il y avait une question, et je pense que c'était bien que j'y réponde, et j'arrêterai parce que peut-être pas que je sois trop longue. La logique folle aussi, c'est de séparer les bons réfugiés et tous les autres qui sont des mauvais migrants. D'abord, c'est pas vrai dans les faits. Tous les ans, il y a 2 500 000 personnes qui rentrent légalement sur le territoire de l'Union européenne. J'ai eu la surprise de constater dans les derniers chiffres que j'ai regardés que sur les 2 500 000 qui sont rentrés dans l'Union européenne en 2015, il y avait 500 000 Ukrainiens. Je trouve que ça fait beaucoup par rapport à l'Ukraine. Surtout qu'ils ne sont pas réfugiés pour la majorité d'entre eux, ils ne viennent pas du Donbass. Ils sont avec des visas de travail. Et ils travaillent dans les pays de l'Est de l'Union européenne. Ceux qui nous envoient des travailleurs détachés. Je trouve que c'est une espèce de logique assez infernale. Par ailleurs, ils sont bien blancs et chrétiens. Donc ça ne pose pas de problème. Mais il y a quand même 2 500 000 personnes qui rentrent légalement, 1 million de Syriens quand même. 100 000 Syriens, pardon. 500 000 Ukrainiens et 100 000 Syriens. Donc tous les ans, il y a 2 500 000 migrants légaux sur le sol de l'Union européenne. Donc il y a des bons migrants. Il faut peut-être le rappeler de temps en temps. On trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais trier entre les bons réfugiés, ça veut dire que par rapport aux migrants qui sont en situation irrégulière, il y a une obsession sur le fait que ces migrants demandent l'asile sans avoir droit à l'asile. C'est très contestable, y compris pour des raisons comme celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Les gens qui ont besoin de protection, ils fuient des conflits, ils fuient des situations de torture, de répression, mais ils fuient aussi des situations de misère sociale, et il est de plus en plus difficile de trier entre les différentes raisons pour lesquelles ils trient. Ils ont beaucoup d'imagination, ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils considèrent désormais qu'un Syrien qui est resté plusieurs mois en Turquie n'est plus un demandeur d'asile potentiel, puisqu'il a vécu pendant plusieurs mois en Turquie, donc il ne fuit plus directement des conflits. On en invente tous les jours. Mais je reviens à mon sujet. C'est quoi un réfugié? Et comment on acquiert le statut de bon réfugié, comme ils disent? Ben, c'est très variable d'un État à l'autre. Quand on demande l'asile en Grèce, en Italie, c'est là où il y en a beaucoup qui le demandent.
Mais la réponse n'est pas la même que quand on la demande en France, que quand on la demande en Allemagne, que l'on la demande en Suède, qu'on la demande en Pologne. Je n'ose dire en Hongrie, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes d'asile en Hongrie, mais il n'y en a quasiment aucune qui a été acceptée. Mais selon la nationalité que l'on a, la demande d'asile n'est pas examinée de la même façon. Donc ce fait de vouloir absolument avoir un seul examen et de considérer que cet examen vaut pour l'ensemble des États de l'Union européenne est un non-sens en soi. Le droit d'asile est une fonction régalienne des États et dépend beaucoup des géostratégies politiques de nos États. Je vais prendre un exemple. Je ne me rappelle plus, je crois qu'en fin des années 70, il y a 700 000 vote people qui ont été accueillis en France. M. Valéry Giscard d'Estaing, qui était notre président de la République à l'époque, a largement ouvert les portes à ces vote people. C'est normal, il fuyait le